à la médiathèque Anne-Fontaine. C'est une animation qui va durer pendant 2 semaines sur les mathématiques. C'est le thème qui a été retenu cette année par le Conseil général des Hauts-de-Seine. Donc les Hauts-de-Seine organisent tous les ans une animation fin janvier, début février, qui s'appelle La Science se livre, sur le livre de vulgarisation scientifique. Donc là, cette année, nous avons les mathématiques et nous avons la joie de recevoir M. Jean-Pierre Le Goff. Oui, le défi, c'est comment enseigner et comment apprendre les mathématiques autrement. À quoi bon les mathématiques? C'est ça que la plupart des gens se demandent aujourd'hui. Et l'enseignement des mathématiques n'est peut-être pas toujours à la hauteur. Et c'est pour ça que nous avons choisi Jean-Pierre Le Goff, qui est notre invité d'honneur et qui vient en fait d'une université populaire, l'université populaire de Michel Onfray. Et cette université populaire se trouve à Caen. Il enseigne là, mais il a enseigné avant les mathématiques, les sciences mathématiques à l'université de Caen tout court. Lui, alors, c'est le rapport des mathématiques avec l'histoire de l'art. Nous avons plusieurs exemples dans l'histoire. C'est justement le peintre et géomètre Albrecht Dürer. Et il y a aussi Leonardo da Vinci. Tout le monde sait que c'est un homme de science avant d'être peintre. Donc ces rapports-là et les rapports en général des mathématiques avec l'universel. L'universel, vous avez Kepler, vous avez Copernic, vous avez Galilée, qui, sans les mathématiques, ils n'auraient pas pu démontrer contre vents et marées, c'est-à-dire contre le pouvoir de l'Église, que la Terre tourne autour du Soleil et non pas le Soleil autour de la Terre. On va suivre aussi Jean-Pierre Le Goff qui a plein d'autres exemples. Pourquoi aimer les mathématiques, comment désirer à faire, à apprendre, à enseigner les mathématiques. Et voilà, je lui laisse la parole. Merci donc à vous de m'avoir proposé de venir parler de ce sujet qui m'est cher. Et merci à vous de vous être déplacé. Je ne suis pas du tout sûr que je vais tenir toutes les promesses que Brigitte a faites. D'abord parce que en 1h30, c'est toujours très très difficile de convaincre les gens que cette discipline a un intérêt et que ça a un intérêt en effet de l'enseigner tôt et d'essayer d'en donner le goût très tôt. Le fait est que nous sommes dans un pays où la mathématique a toujours été une discipline qui a vu réussir beaucoup de gens. Vous venez de citer Cédric Villani, qui a eu la médaille Fields. Je ne vais pas chercher du tout à vous convaincre tous que vraiment c'est une discipline extraordinaire, mais je vais quand même essayer de vous convaincre de ce que cette discipline est absolument indispensable pour former ce qu'on a appelé à une certaine époque, celle des Lumières, l'honnête homme. Je veux dire par là que l'enseignement des mathématiques, il est utile dans la mesure où il est une des portes de compréhension du monde. Faites bien attention que ça ne veut pas dire que c'est la clé du monde, contrairement à ce que souvent on entend dire, ah, c'est les mathématiques qui régissent l'univers, etc. Non, pas nécessairement la clé du monde, mais c'est une façon qu'on a eue dans tous les contextes de civilisation pour essayer de percer les mystères, c'est ainsi que l'on disait, et aujourd'hui on dira plutôt c'est une façon d'essayer de mettre le monde à la portée des humains, de l'expliquer. Les peintres ont fait beaucoup pour la mathématique, au point que je dis couramment que Piero della Francesca et Dürer sont des mathématiciens, et qu'il se trouve qu'ils ont fait aussi un petit peu de peinture. On a souvent des idées reçues et qu'une bonne part des mathématiques consiste à se poser les vraies questions. Les probabilités permettent, et les statistiques permettent de temps en temps de se dire mais au fond est-ce que c'est vraiment certain que les choses vont se passer telles qu'on voudrait les prévoir grâce à ces faux calculs de probabilité qu'on se fait dans la tête à propos d'un résultat. Avec ça, Euclide dit on peut mesurer la hauteur d'une tour inaccessible. Est-ce que quelqu'un veut s'y coller? C'est du Thalès en fait. C'est effectivement probablement l'application du théorème de Thalès. Sauf que quand je dis ça, je le dis à la manière du mathématicien qui fait dans la synthèse, c'est-à-dire qui sait que ce théorème existe,
et qu'il va lui permettre de répondre à la question. Or, l'enseignement des mathématiques, c'est une chose qui nécessite qu'on pense les problèmes tels qu'ils se sont posés. Et pour en arriver là, il a fallu d'abord des expériences pratiques et des nécessités. Le premier théorème essentiel de la géométrie grecque, c'est un théorème de similitude. Le théorème de Thalès, il dit, si deux choses sont semblables, non pas superposables, mais semblables, alors la plus grande peut s'exprimer comme un certain nombre de fois la plus petite dans tous ses éléments. Les angles sont égaux, mais les grandeurs, les côtés, sont multiples et dans un même multiple. C'est la théorie des proportions. C'est une des choses les plus essentielles qu'on ait imaginées dans le monde des mathématiques. Et là, donc, si vous voulez, je vais dire, cette hauteur est à la hauteur de l'objet qui est là-bas, comme l'espace qui différencie mes pieds du repère est à l'espace que ce repère est par rapport au fil à plomb qui descendrait de cette lumière. Alors, dans le cas d'une muraille, c'est le pied de la muraille, bien sûr, ou le pied de l'arbre. Et donc, cette idée-là est une idée tout à fait essentielle. Si vous enseignez le théorème de Thalès en donnant la clé, vous passez à côté du sens. C'est-à-dire que le fait de passer par une expérience physique, tactile, vous allez sur le terrain, vous emmenez les gens, mesurer des grandeurs inaccessibles avec un outil comme ça ou avec un bâton de Gerbert que j'ai fait fabriquer aussi, vous êtes absolument certain que les enfants en garderont une trace visuelle, tactile, et c'est extrêmement important car tous les enfants ne sont pas, de manière générale, des abstraits, capables d'une abstraction immédiate. Si en plus vous donnez le dessin, ben le dessin il ne dira rien. Le dessin, il faut qu'il le construise. Et le fait de passer par le toucher et la vue, et tous les sens d'une manière générale, est vraiment une chose tout à fait essentielle. Utiliser l'art, utiliser la physique, utiliser la technique, c'est extrêmement important. Pourquoi? Parce que les techniques sont extrêmement importantes dans le développement des sciences. Il y a des choses que vous ne pouvez pas faire tant que la technique ne les a pas permises. Et en matière de mesure, c'est évident. Vous ne pouvez pas mesurer des angles de façon extrêmement précise tant que vous n'avez pas des méthodes de fonderie qui permettent de fabriquer des quarts de cercle ou des demi-cercles, qu'on appelle des rapporteurs aujourd'hui si vous voulez, qui permettent ce genre de mesure. Comment les Grecs vont-ils raisonner? Si on sait le faire pour une droite qu'on trace avec une règle, on doit pouvoir le faire pour le cercle que l'on trace au compas. Autrement dit, si vous voulez, il y a immédiatement une exigence qui est celle de n'importe quel matheux. Je sais faire quelque chose avec un instrument, est-ce que je vais pouvoir le faire avec un autre? Est-ce que je peux diviser le cercle en autant de parties égales que je veux? Diviser un cercle en deux? Oui, ça vous va? Si vous trouvez un diamètre. Donc si vous connaissez le centre, vous tracez n'importe quelle droite qui passe par le centre et elle coupera le cercle en deux points qui diviseront le cercle en deux, non seulement en surface, mais aussi en longueur de demi-périmètre. De 2 demi-périmètres. Bon, donc ça va. Diviser en deux, ça va. En trois. En fait, diviser un cercle en trois, c'est construire un triangle équilatéral à l'intérieur d'un cercle. Ce qui fait que vous allez faire deux méthodes, l'une qui est à côté donné, là c'est la construction en fait de la médiatrice si vous voulez, et la construction du triangle équilatéral c'est celle-ci. Présentée par Euclide, il commence par là, parce qu'il dit 2, 3, 4, 5, 6. C'est de la synthèse. Si vous ne dites pas que l'algèbre est en fait d'abord une géométrie, même si elle est devenue toute autre chose après, vous passez à côté du sens que l'on donne à cette chose-là, qui est effectivement très abstraite, qui est une autre manière de représenter le monde que la géométrie, qu'est l'algèbre, que Descartes, pour la première fois, va définir avec des lettres et va proposer au monde ébloui comme la nouvelle analyse. Vous ne pouvez pas étudier l'histoire des sciences sans avoir une idée des religions. Et les religions jouent un rôle extrêmement important dans ces questions-là. Pourquoi est-ce que le monde industriel et le monde de la représentation par image se développe dans le monde européen du XVe siècle à partir de l'invention de la perspective, croyez-vous? Parce que la représentation du sacré est possible dans la religion chrétienne et encore chrétienne, catholique, romaine. Orthodoxe aussi, mais la religion orthodoxe s'en est tenue à l'iconique et n'est pas venue sur le terrain
que les peintres, mathématiciens et philosophes du XVe et du XVIe siècle ont donné au monde en proposant des représentations du réel géométrisées. Écrivez-le comme vous voulez, ME accent aigu ou MA-I accent circonflexe. Mais cela n'est possible que parce que c'est dans le cadre d'une religion dans laquelle il est possible d'imaginer le divin comme un individu face à soi et dont on va pouvoir le représenter comme soi-même. C'est-à-dire qu'en fait, les hommes ont fait Dieu à leur image plutôt que le contraire. Où est-ce qu'il y a des cercles de tailles différentes de manière continue dans un cône? Il suffit d'avoir des petits bouts de cylindre de tailles différentes superposés pour le comprendre. Si ces petits bouts de cylindre vous faites tendre leur hauteur vers zéro, vous allez avoir une superposition de choses sans épaisseur, bien entendu. C'est tout le paradoxe de l'infini, hein, mais qui donne un cône. Quand vous coupez un cône, vous obtenez du bas vers le haut. Tout le monde sait ça avec un fil à couper le beurre dans un fromage conique ou dans une botte de beurre conique. Vous obtenez des cercles de plus en plus petits. Eh bien, c'est parce qu'il y avait besoin de trouver une même propriété dans des cercles de tailles différentes que l'on a inventé les coniques. Une anamorphose, c'est une perspective dont le point de vue est placé obliquement. Pour le comprendre de manière simple, retournez au Louvre et allez voir les Noces de Cana. Les Noces de Cana, si vous vous déplacez devant, vous ne restez pas au bon point de vue. D'accord? Et lorsque vous êtes sur les bords, vous voyez des piles, des colonnes. Ces colonnes, si elles étaient représentées en perspective correcte du point de vue où l'on doit se placer pour regarder le tableau, elles seraient beaucoup plus déformées qu'elles ne le sont. C'est-à-dire qu'on est à un stade où Véronèse, puisque c'est lui qui a peint ce tableau, on est à un stade où Véronèse n'applique pas les règles de la perspective parce qu'il sait que comme l'angle de visée qu'il utilise est très large et pas suffisamment fermé, s'il avait peint, suivant les règles de la perspective, les colonnes en question sur les côtés, suivant les règles, ça aurait donné des colonnes tellement larges, tellement énormes, que quand on se serait trouvé devant les colonnes en question, on les aurait trouvées déformées. En fait, ces colonnes sont des anamorphoses. Ça, quelques décennies avant Brunelleschi, Alberti, Brunelleschi, c'était impossible de faire ça. Le contexte de l'art gothique international, c'est de représenter la hiérarchie du monde. Et la hiérarchie du monde veut que Dieu le Père soit plus grand que le Saint-Esprit, qui de toute manière a souvent les apparences d'une colombe au-dessus de sa tête, et même peut-être que le Christ. Je pensais à d'autres représentations de la Trinité. En tous les cas, la Trinité est à mettre sur un certain pied. Les saints sont plus petits, ceux qui sont simplement béatifiés encore plus petits, les religieux encore plus petits, et les humains ordinaires encore moins. Puis après, vous avez les animaux et les végétaux. Pensez au fronton gothique. C'est la hiérarchie d'un monde qui est régi par des comparaisons analogiques et ce que je disais tout à l'heure d'une pensée analogique. Et hiérarchique. Et hiérarchique. La construction du monde par les hommes. Voilà. Et donc vous avez ici un renversement complet. Pourquoi? Parce que le Christ que vous voyez attaché quasiment à une représentation de la colonne Trajane, ça y est, on sait bien comment ça s'est passé avec l'empereur Constantin, eh bien, on le voit parce que, vous voyez, lui, il a un halo autour de la tête plus qu'une auréole. Ce Christ-là est de taille 2 fois moindre que les personnages du premier plan. Renversement complet, si je puis dire, de perspective. Le rapport entre BC et AB est tellement proche de racine de 2 que de la part de Piero della Francesca, ce serait bien viable que ce ne soit pas exactement racine de 2. Qu'est-ce que c'est qu'un rectangle de côté 1 et racine de 2? Ça s'appelle un rectangle harmonique. Et la théorie des proportions a tellement d'importance dans le monde ancien et médiéval et renaissant, ça dure encore un certain temps avant qu'on passe à d'autres méthodes, que nécessairement
il y a eu des tas de rapports de proportion intéressants. Et le rapport 1 racine de 2, c'est celui du côté du carré à sa diagonale. C'est le rapport de tous les rectangles des formats papier que l'on utilise en imprimerie. Il n'est absolument pas question de dire c'est comme ça qu'il faut faire. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a toujours moyen, dès lors que l'on a appris les mathématiques avec un peu de bonheur, donc c'est vraiment un processus à long terme, qui suppose une formation des maîtres différente, ce que j'ai essayé de faire quand j'étais moi dans ce genre d'institut, qui consiste à intégrer la culture mathématique dans l'ensemble des autres cultures. Je ne dis pas qu'il faut se servir du reste de la culture pour introduire la culture scientifique et technique, non, je dis il faut que petit à petit elle réintègre le statut des autres cultures. Étonnant, non? Étonnant. Raccord de gouttière, raccord d'angle. Eh bien, vous voyez ça, c'est deux cylindres qui se coupent. Ils se coupent suivant une ellipse. Vous l'avez, l'ellipse. En plus, ce qui est intéressant, c'est que d'un côté, comme on dit en origami, c'est un pli montagne, et de l'autre, c'est un pli vallée. Rigolo, non? Vous regardez, quand c'est la croisée de deux cylindres, à ce moment-là, vous avez une voûte d'arête, ce qu'on appelle une voûte d'arête, qui est double, avec deux ellipses. Ce genre d'objets, il faut les avoir sous la main. Il faut arrêter de croire que les mathématiques, c'est la craie et le chiffon. Non, parce qu'elles ne se sont pas faites comme ça. La craie et le chiffon, c'est venu après. La craie et le chiffon, c'est la synthèse. La véritable démarche des mathématiques, c'est une démarche heuristique. C'est celle qui consiste à résoudre des problèmes. Monge, donc, pour revenir à lui, invente la géométrie descriptive, sauf que, à la même époque, si vous regardez bien, dans le monde anglo-saxon, on dit, mais ça c'est un truc d'ingénieur, les contremaîtres n'y comprendront rien. Et on a eu raison. Parce que les anglo-saxons, et c'est ça qui a fait que la révolution a eu bien du mal à un moment donné, la révolution industrielle s'est faite plus facilement en Angleterre, puis par la suite aux États-Unis, en utilisant de la triple projection, c'est-à-dire ce qui donnera le dessin industriel et qu'on utilisera par la suite aussi en France, et en utilisant même quelquefois 6 projections. C'est-à-dire que c'est comme si on revenait à Aristote. Vous savez, chez Aristote, il y a 6 directions, non pas 3. C'est-à-dire l'espace n'est pas à 3 dimensions, mais à 6, pour le dire en termes modernes qui n'ont rien à voir avec la pensée d'Aristote, mais c'est une manière de dire. C'est devant, derrière, au-dessus, en dessous, à gauche, à droite. On s'adresse quand même à des enfants qui sont déjà formatés. Et c'est pas facile de les faire décrocher ce formatage, justement. Cette affaire des identités remarquables, c'est très exactement le fond de l'affaire du calcul des multiplications. D'accord? C'est-à-dire que quand vous avez... c'est des tablettes de chocolat, quoi. Des carreaux de chocolat. Si vous donnez une représentation visuelle de 12 fois 13, c'est 10 plus 2 par 10 plus 3, et bien vous avez un carré de 10 sur 10 qui fait 100, etc. C'est-à-dire que l'apprentissage de la numération décimale pourrait être fait à base de ça. Et après, ça devient d'une évidence au niveau de l'algèbre, parce qu'une fois qu'on l'a fait de cette manière-là, ça marche. Vous avez évoqué le rapport justement Ouais. de l'algèbre et des mathématiques avec les lettres, avec le langage, Oui. la parole. Oui. Vous pouvez résumer en... La langue est l'expression de la pensée, et l'une des expressions de la pensée, à la fois très élémentaire et très réductrice, parce qu'il n'y a pas beaucoup de vocabulaire en mathématiques, au fond. C'est un vocabulaire un peu abstrait, un peu abscon, mais c'est un vocabulaire pauvre. La mathématique est une discipline qui s'enrichit parce que le réel s'enrichit. Et pour décrire le réel, elle est amenée à construire des objets de plus en plus complexes, pour fabriquer des modèles de plus en plus complexes. À quelle époque on a commencé à parler, à se poser des questions sur les nombres premiers? L'infinitude de l'ensemble des nombres premiers, ouais, on peut le dire comme ça, est déjà démontrée au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Les nombres, c'est pour mesurer, c'est pour quantifier. Même 0 n'est pas un nombre. Pendant longtemps, 0 n'est pas un nombre. Il ne peut pas être un nombre. S'il y a de la quantité, s'il y a de la chose, s'il y a de l'existant, s'il y a de l'être, eh bien cet être, il est quantifiable, il est mesurable. Donc 0, existe. C'est pour ça que le 0 est une chose compliquée. D'autant qu'il sert à autre chose. Dans les systèmes de numération, il sert aussi à montrer une absence.
Il y avait un professeur de mathématiques qui expliquait que l'on inventait des nouveaux catégories d'objets par l'impossibilité d'effectuer telle ou telle opération. Alors lui, il expliquait que c'est par la volonté d'étendre la possibilité d'opération que l'on inventait de nouvelles catégories d'objets, donc les nombres négatifs, les nombres imaginaires, les nombres rationnels, partant des nombres entiers, etc. Qu'est-ce que vous pensez de cette approche? C'est une vision rétrospective et c'est une vision de mathématiciens, en particulier en France, formés par la synthèse. C'est une vision que moi j'appelle platonicienne, parce que la division platonicien-aristotélicien en philosophie, elle existe aussi d'une certaine manière dans le domaine des mathématiques. C'est comme les gammes en musique, il faut s'exercer. Mais cet exercice, il n'a pas de raison d'être douloureux. C'est ça la grande nouveauté de la pédagogie d'aujourd'hui. Il n'y a pas de raison, ça ne devrait pas être dans la douleur. C'est une activité profondément humaine. C'est pour ça que l'histoire m'intéresse, parce qu'elle est faite par des hommes. Et c'est fait de sueur, de larmes. C'est intéressant aussi d'aller voir les biographies. C'est intéressant de voir à quel point il y a des gens qui ont été écartés, oubliés, tous les petits maîtres qui ont apporté leur petite contribution, absolument. C'est important de les noter. C'est pour ça que je suis devenu aristotélicien à cause de l'histoire des mathématiques et parce que je pense que c'est le seul moyen de faire qu'un enseignement des mathématiques soit comme un enseignement de la philosophie, un enseignement qui tienne compte de l'évolution des idées et des pensées, qui parle d'abord de Platon et d'Aristote, même si bon, le débat il est toujours là. Platon et Aristote en philosophie, on les retrouve toujours quelque part. Quand on regarde les philosophes modernes, il y a toujours, c'est pas réductible à ça, mais il y a toujours ça. Eh bien, cette idée que la littérature ne peut se comprendre aussi que parce que la langue évolue, que les idées, les mœurs évoluent, est une chose importante pour des tas de disciplines enseignées à l'école, elle ne l'est pas pour les mathématiques. C'est absurde. Si on veut donner du sens à cette discipline, il faut petit à petit introduire l'histoire des mathématiques et l'épistémologie dans la formation des maîtres à minima et dans l'enseignement humain. Ça se fait de plus en plus, heureusement, parce qu'on a beaucoup œuvré pour ça. Mais je peux vous assurer que j'entends encore dans les rectorats et dans les cellules de formation continue des gens dire « c'est un supplément d'âme, ça ne sert à rien ». Pourquoi? Parce qu'on pense que les mathématiques, c'est utile pour les questions économiques, l'industrie, les statistiques, etc. Oui, oui, mais pas que ça. C'est utile pour comprendre le monde dans lequel on est, c'est utile pour comprendre pourquoi on a fabriqué des calendriers et comment on les a fabriqués, c'est utile pour des tas de raisons qui font notre quotidien et qui nous rattachent à l'humanité qui nous a précédés. Voilà une très belle conclusion.